Avant-propos. La sagesse populaire veut que tout choix s'accompagne de l'élimination d'autres choix. À un moment donné de l'élaboration d'un tableau, le peintre peut prendre la décision de peindre une surface donnée en, disons, rouge, bleu ou vert. S'il décide de la peindre en rouge, il élimine d'office le bleu et le vert. Une solution, souvent mise en œuvre par Picasso, consiste à exécuter une série de tableaux, l'un rouge, l'autre bleu, l'autre vert, et ainsi de suite. Il suit le développement de chaque option jusqu'à ce que se présente un nouveau choix. À ce moment-là se profile un nouvel éventail, exploration du rond, du carré, d'une autre forme, et le peintre suit là encore chaque possibilité jusqu'à ce que la route bifurque à nouveau. Cependant, même si tout cela débouche, disons, sur 128 ou 256 tableaux, le choix demeure circonscrit. Le peintre ne peut suivre chaque possibilité jusqu'au bout. Après tout, il ne s'agit pas de suivre un ensemble de choix, mais de laisser ouverte la question même du choix. Imaginez que tous les choix coexistent pour l'éternité. Il me revient à l'esprit une interview de William Kenwich à l'époque de sa mise en scène de La Flûte enchantée. La pensée peut bien suivre un chemin particulier, n'en demeurent pas moins tous les autres chemins délaissés, tous les autres chemins auxquels on réfléchit ou ne songe pas encore, dans lesquels la langue peut se lancer à différentes étapes du parcours. Il parle d'une autoroute de conscience, d'un couloir de circulation unique, mais doté de nombreuses voies et de différents objets qui se déplacent sur ces différents couloirs, dépassant, s'arrêtant, quittant l'autoroute. Cette description s'applique assez bien à la texture de ces mémoires. À mes yeux, lors de leur rédaction, au cours de ces 2-3 dernières années, chaque composante est devenue une sorte d'agrégat autour d'un éventail de possibilités, dont chacune pourrait être considérée comme une route ou un chemin. À tout moment, de nouvelles pensées sont susceptibles de s'écarter de celles qui m'a préoccupée d'abord et de m'inviter à les suivre. Je sais qu'en temps voulu, je reviendrai sur la première voie, mais pour l'heure, l'autre ou les autres possibilités stimulées par un nouveau travail peut ou peuvent mener à l'exploration d'autres directions. Même s'ils paraissent déroutants par moments, les chemins sont bien là. Ils existent pour les bifurcations qui, chaque fois, lancent de nouveaux défis aux voyageurs et ils en dérivent tout leur sens. Il est étonnant qu'on n'ait même pas besoin de choisir entre les deux modes opératoires, le chemin qui bifurque et la possibilité d'une série infinie de bifurcations. Un choix n'élimine pas les autres, qui peuvent continuer à exister comme possibilités, même après qu'on a apparemment fait un choix initial. J'ai beau suivre Robert Frost, qui, dans son poème « The Road Not Taken », la route délaissée, choisit le chemin le moins emprunté, tous les autres plus fréquentés n'en continuent pas moins d'exister, aux alentours et derrière celui que j'ai choisi. Rien n'est jamais vraiment éliminé. Les choix éliminés continuent d'exister aussi sûrement que les rares dont on peut dire qu'ils ont été retenus. De même que le non-dit persiste dans ce qui est exprimé. Il est fort possible que ce soit cette coexistence qui, finalement, pour autant qu'il y ait une fin, définisse la texture d'une vie. Et cette texture peut encore être enrichie si l'on y ajoute la notion d'hérésie dans l'acceptation originelle du terme, le choix. Monique Zerder-Chardauvoir l'explique bien. Le mot hérésie dérive du mot grec qui signifie choix. Pour que l'hérésie puisse exister, il faut d'abord une idéologie, une foi à laquelle la communauté adhère.
au sein de cette communauté doivent aussi coexister des gens qui s'en distancient, qui n'acceptent plus les vérités reçues, préférant choisir par eux-mêmes. Dans ce cas, notre bifurcation, le traditionnel soit, est remplacé par une notion infiniment plus complexe, à la fois et. Il ne reste alors plus aucune place aux réponses directes ou définitives. Ceci ou cela peut être vrai, mais en même temps, quantité d'autres options peuvent l'être aussi. Dès que se présente une bifurcation en chemin, empruntons-la. Au diable la frilosité. André Brink, Mes bifurcations, 2010. Mesdames, Messieurs, cher André Brink, résister, faire effort contre l'usage de la force, s'opposer à, lutter, se défendre. Toute force peut rencontrer une résistance. Tout système peut connaître une opposition. Tout ordre peut susciter une réaction de lutte ou de défense. Qu'elle soit pacifique ou armée, la lutte contre l'ordre établi est toutefois décrite en des termes différents selon le point de vue ou l'époque. Les exemples sont légion d'individus qualifiés de séditieux ou terroristes par les uns et résistants, voire martyrs, par les autres. Je songe à l'Europe sous occupation allemande, au conflit israélo-palestinien, au renversement de pouvoir au Rwanda ou dans toute autre région du monde. Alors quoi ? Terroriste pour l'un, résistant pour l'autre ? Le terroriste ne devient-il résistant que lorsque la cause qu'il défend finit par l'emporter ? Je n'entends pas me risquer à une leçon de morale ou d'histoire. Laissez-moi plutôt, cher André, raconter votre histoire. Peuplée par les Bochimans, les Hottentots, puis les Bantous, l'Afrique du Sud est colonisée par les Néerlandais dès le XVIIe siècle. Huguenots français, contingents d'esclaves javanais et malgaches, grossissent la colonie, favorisent le métissage et l'émergence d'une nouvelle langue, l'Afrikaans. Les Anglais débarquent au XIXe siècle. Les colons néerlandais, les Afrikaners, sont reflués vers le nord, poussés au contact avec Zoulous et autres Xhosa. Le conflit durera plus d'un siècle. Se soldera par 2 guerres anglo-boers, la victoire anglaise et le retour au pouvoir des Afrikaners par les urnes au milieu du XXe siècle. Pouvoir dont sont naturellement exclus les 80% de Noirs et de Métis. La population noire continue de croître. Expérimentés, les Afrikaners durcissent le dispositif ségrégationniste mis en place par les Anglais, tout en s'affranchissant de la tutelle britannique. C'est l'apartheid. Les Noirs n'ont pas droit à la propriété, à la libre circulation, à la culture, ni à une éducation digne de ce nom. Tout acte de résistance est brutalement réprimé. À titre d'exemple, il y a moins de 30 ans, en Afrique du Sud, il aurait été surprenant de compter dans une assemblée comme la nôtre le moindre noir ou homme de couleur. Il ne s'agit pas, mesdames et messieurs, de vous inciter à vous retourner vers votre voisin pour voir s'il est plutôt chocolat, café au lait ou pâle comme un linge, mais d'ouvrir à travers ce moment de gêne passagère une minuscule fenêtre sur la réalité du régime d'apartheid. Cher André, né en 1935 de père magistrat et de mère enseignante, vous grandissez dans la tradition afrikaner calviniste et le contexte de violence inhérent à l'histoire de votre pays. Vous étudiez la littérature dans une université afrikaner. En outre, depuis l'enfance, vous écrivez romans et pièces de théâtre avec fascination, entêtement, acharnement. C'est en écrivain publié que vous débarquez à Paris en 1959 pour poursuivre vos études.
multipliant les rencontres avec des étudiants, des écrivains, des artistes d'origines diverses, c'est à cette époque que vous situez votre prise de conscience des fondements iniques de l'apartheid. Singulièrement lors d'un matin de mars 1960, où dans le jardin du Luxembourg, vous désespérez de comprendre ce qui a pu entraîner votre pays jusqu'à l'horreur du massacre de Charpeville dont vous venez d'être informé. Déplorant le contexte social, moral, religieux que vous jugez à l'origine de l'aveuglement des Afrikaners, vous rejoignez dès votre retour les Zestigers, groupe d'écrivains décidés à bousculer les tabous d'une société puritaine, conservatrice, repliée sur elle-même. Avec la parution de Lobola, L'Ambassadeur, Orgie, vous vous attirez les foudres du clergé. On vous accuse de pornographie, de libéralisme à la solde de l'ennemi anglophone héréditaire, voire de communisme. Les événements de mai 68, dont vous êtes témoin lors d'un deuxième séjour en France, vous renforcent dans votre détermination à vous élever contre l'apartheid. Votre roman, Au plus noir de la nuit, raconte une histoire d'amour entre un noir et une blanche. Il est le premier écrit en langue afrikaans à être censuré en Afrique du Sud. Blessé, vous le traduisez vous-même en anglais et le publiez à l'étranger. Vous écrirez désormais simultanément en afrikaans et en anglais pour contourner la censure. Récompensé par de nombreux prix et distinctions, vous connaissez un succès international. Vous êtes devenu un symbole, cher André, un symbole de résistance pour toute une génération, avec Une saison blanche et sèche qu'on a lu sur les bancs de l'école, avant de le voir au cinéma, entre Gandhi et Cry Freedom, tremblant pour les enfants de Soweto, boycottant les boîtes de Nesquik dans les supermarchés, battant le pavé des rues de Bruxelles pour conspuer la Dame de Fer et son soutien à l'apartheid. Mais dans le contexte d'isolement dans lequel s'est plongé votre pays, cette reconnaissance internationale signera pour vous le début d'une spirale d'ennui, d'intimidation, de menaces. Renégat pour les Afrikaners, vous résistez pourtant à la tentation de l'exil. Vous êtes aujourd'hui professeur émérite de l'Université du Cap, dans une Afrique du Sud à la croisée des chemins. Par l'acte d'écrire, humblement, mais sans plier l'échine, vous avez fait preuve à l'endroit de votre peuple de la même loyauté que celle que vous ont témoignée vos proches dans l'adversité. Avec cette leçon d'existentialisme qu'est votre propre vie, l'homme n'est pas déterminé d'avance par son essence, mais est libre et responsable de son existence, noir ou blanc, Hutu ou Tutsi, juif ou arabe. N'y a-t-il pas là de quoi nous submerger de morale et d'histoire? En conséquence, j'ai le plaisir et l'honneur de demander à Monsieur le recteur de vous accorder le grade et vous décorer des insignes de docteur honoris causa de notre université. Merci. Attendu que M. André Brink, né le 29 mai 1935 à Vrede, en Afrique du Sud, est diplômé en langue anglaise et afrikaans de l'université de Potchefstroom, docteur en lettres de l'université de Rhodes à Grahamstown et docteur honoris causa en lettres de l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Attendu qu'il a été désigné professeur de littérature afrikaans, néerlandaise et anglaise à l'université de Rhodes, puis professeur de littérature anglaise à l'Université du Cap. Attendu qu'il est l'auteur de nombreux essais, pièces de théâtre et romans, parmi lesquels Au plus noir de la nuit, Un instant dans le vent, Rumeur de pluie, Une saison blanche et sèche, Un acte de terreur, Les imaginations du sable, Les droits du désir, Au-delà du silence et plus récemment Philidia. Attendu que, rompant avec la tradition puritaine afrikaner, il a incarné par ses écrits une posture libérale, dénonçant le rigorisme, la condition de la femme et la ségrégation raciale en Afrique du Sud.
Attendu que, au nom de la liberté irriguant toute son œuvre, il n'a cessé de pourfendre la politique d'apartheid élaborée et défendue par ses compatriotes. Attendu que, bousculé par les scandales consécutifs à la parution de ses écrits, meurtri par les désaveux, les pressions et les interdictions, acculé par les menaces, intimidations et atteintes à sa vie privée, il a été contraint, pour contourner la censure, de rédiger l'ensemble de ses ouvrages simultanément en afrikaans et en anglais, leur assurant ainsi une diffusion mondiale. Attendu que son œuvre a été traduite en 36 langues, qu'il en est lui-même l'auteur de plus de 70 traductions littéraires depuis le français, l'allemand, l'espagnol et l'anglais vers l'afrikaans, ainsi que de l'afrikaans vers l'anglais. Attendu qu'il a été récompensé 3 fois par le Central News Agency Literary Award, qu'il a obtenu 2 fois le prix Herzog et qu'il a été nominé 2 fois pour le Booker Prize, qu'il est en outre titulaire de nombreux autres prix et distinctions, dont le prix Médicis étranger en France, le Premio Mondello en Italie, le prix Monis Magnan des droits de l'homme en Suède, le prix Martin Luther King en Grande-Bretagne, qu'il a été fait commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres et officier de la Légion d'honneur en France. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons M. André Brink, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, on a l'habitude, en faisant un discours académique, de commencer en adressant Monsieur le recteur, les doyens des différentes facultés, les chefs des départements, les professeurs, pour terminer avec les étudiants tout à fait en bas. Moi, je propose de le faire à l'inverse, parce que je voudrais d'abord m'adresser à ceux des étudiants qui posent des questions, qui cherchent des réponses, qui ne sont pas du tout sûrs des réponses, qui essaient de travailler dans les ténèbres pour trouver au-delà la possibilité d'une réponse. On n'est jamais sûr à l'avance qu'on l'aura. Mais avant de commencer à chercher des réponses, il faut commencer avec la grande parole dite par la fille de Créon, roi d'Athènes ou tyran d'Athènes, Antigone. Antigone qui était le premier dans l'histoire, qui était devenue vraiment célèbre parce qu'elle savait dire non au moment le plus important de sa vie, où elle avait à choisir entre la vie et la mort, où elle se trouvait sur une bifurcation où on ne lui voulait pas laisser de choix et où tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de dire non
on m'a dit il y a plusieurs années que si jamais on ne sait pas comment faire ça, il disait qu'il y avait une petite fille de 7 ans et qu'elle sait exactement ce qu'elle veut dire quand elle dit non. Quand elle a décidé de ne pas accepter ce que lui proposent ses parents et les autres autour d'elle. Ça, c'est une continuation du grand nom d'Antigone, qui pour moi reste l'exemple le plus important du monde de savoir comment réagir devant ce qui nous impose les autorités à n'importe quel moment de notre vie, ceux qui essaient toujours de savoir mieux afin de pouvoir nous diriger, ceux qui prétendent savoir plus que nous et donc insister qu'on les suit. Pour moi, c'est une question jamais de « je suis Charlie ». Suis dans le sens de l'être, mais suis aussi dans l'autre sens de suivre dans les pas de quelqu'un qui essayait de trouver la route à travers les ténèbres vers un but qui n'est pas encore sûr, qui n'est pas encore clair, mais qu'on essaie de définir, qu'on essaie de reconnaître dans les ténèbres. Et c'est là pour moi l'aventure la plus grande de la vie, de suivre les traces qui mènent on ne sait pas encore où, mais en espérant, parce que c'est une expression de l'espoir. Et pour moi, c'est surtout l'espoir, l'espérance qui pousse l'être humain vers des solutions possibles à toutes les questions que lui pose la vie. On rencontre un peu partout les possibilités de questions. On cherche donc partout la possibilité des réponses. On n'est jamais sûr à l'avance ce que sera que la réponse. Mais ce qu'on ressent, c'est le savoir de la nécessité de devoir trouver des réponses, de devoir trouver des solutions aux questions que nous pose la vie même. Parce que c'est seulement en confrontant les questions, en essayant de trouver des réponses, surtout quand on ne sait pas à l'avance ce que peut être les réponses. Donc la nécessité de confronter les ténèbres, de, comme le disait Baudelaire, plonger au fond du gouffre pour trouver du nouveau. Puis lui, c'était toujours une question de trouver le nouveau parce qu'il trouve au centre du nouveau les possibilités des réponses au néant. C'est en cela que, dans un certain sens, on peut dire qu'il était le prédécesseur de Camus, qui pour moi est toujours le phare le plus important de ma vie, qui me montre d'un moment à l'autre la possibilité d'un choix, la nécessité de faire des choix. Parce que pour lui, comme pour beaucoup d'autres, qui pour moi restaient et restent les phares importants qui m'ont tracé la route possible à travers des ténèbres vers la lumière assez feinte, assez faible d'une réponse.
surtout quand on ne sait pas à l'avance ce que serait la réponse correcte. Parce que c'est là le seul triomphe dont peut se vanter l'être humain, d'aller à l'encontre des questions afin d'essayer de trouver des réponses. Si on savait à l'avance ce que serait la réponse, il n'y aura pas d'aventure, il n'y aura pas de choix véritable. Parce que c'est surtout en ne sachant pas à l'avance, en plongeant au fond des ténèbres, en essayant de trouver des réponses, qu'on peut continuer un pas à l'autre, un petit pas à l'autre. C'est toujours une question d'aller de plus en plus loin en ne sachant pas ce que c'est que la véritable réponse, si véritable réponse existe, et sans certitude, armé simplement avec l'incertitude, la seule certitude pour l'individu étant justement son incertitude, mais aussi la joie de trouver des réponses, de continuer à chercher des réponses, surtout quand il n'y a que les ténèbres qui l'entourent. Et essentiellement, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. La nécessité de continuer à chercher des réponses et à dire non, comme le faisait Antigone, en face des certitudes du pouvoir qui nous entoure. Parce que notre lutte, c'est d'abord contre tout et toute expression du pouvoir en face du néant, afin de se plonger au fond de la joie, de l'incertitude et de la nécessité de continuer à voyager, de continuer à poser des questions. Merci.